J'entends dire qu'Ethereum va mourir, qu'Ethereum n'est pas rentable, qu'Ethereum ne performe pas, sous-performe les autres cryptos, sous-performe le Bitcoin. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un point sur la situation de l'Ethereum, de son rendement aujourd'hui, de son rendement futur et quelle va être sa rentabilité sur ce bull run, mais aussi sur les années à venir. Il faut savoir deux choses. C'est que je suis investisseur depuis longtemps, donc forcément, mon biais, mon avis, mon analyse est un petit peu différente, voire j'ai un biais de l'investissement. Deuxième chose, c'est que mon analyse et ma façon d'investir, ma façon d'analyser, elle est toujours sur une vision long terme. Quand je dis long terme, je vais jusqu'à 10, 20 ans. C'est impossible, bien sûr, de le prévoir, mais je travaille sur cet aspect-là pour deux raisons. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce qui a le mieux marché pour les meilleurs investisseurs de cette planète. Et la deuxième chose, c'est que c'est le plus facile. Acheter et détenir sur du long terme, il n'y a rien de plus facile si bien sûr on arrive à se tenir à son plan et à la stratégie d'investissement sur du long terme. Donc, j'ai toujours cette vision et cette réflexion sur du long terme. Même quand je fais un investissement sur du moyen terme que je vais considérer sur un cycle, je vais regarder les possibilités du projet, du protocole ou de la blockchain d'être toujours là et d'être toujours rentable après ce bull run, au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans, de par la possibilité d'évolution et les besoins futurs du marché et aussi par l'évolution même de l'équipe. Maintenant que ça s'est posé, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet sur Ethereum. Quand on dit Ethereum n'a pas performé, ce que les gens disent, c'est que le prix d'Ethereum n'a pas augmenté et n'a pas été en surperformance par rapport au Bitcoin, entre autres, mais aussi par rapport à certains autres altcoins. Alors déjà, par rapport à beaucoup, il a performé et par rapport à d'autres, il a sous-performé. Et quand on dit ça, il faut bien comprendre qu'on parle du prix. Le prix est finalement la représentation de ce que pense le marché à l'instant T. Donc, il faut prendre ces données en compte et se poser les questions. Pourquoi le prix Ethereum aujourd'hui a sous-performé le Bitcoin? Quels sont les altcoins qu'il a sous-performé? Et pourquoi il y a eu cette sous-performance ou cette sur-performance de certaines autres blockchains, Layer 1, ou certains autres altcoins? Donc Ethereum, il a en fait suivi le prix du marché. Et quand on regarde du coup la partie fondamentale sur Ethereum, ce qui va être intéressant de regarder, c'est cette évolution qu'il y a eu en quelques années. Ethereum, entre le bull run de 2021 et aujourd'hui, donc 2-3 ans, il a eu un changement fondamental drastique de par deux choses. De par le changement de Proof of Work au Proof of Stake. Je ne vais pas rentrer dans les détails ou t'expliquer ce que c'est ici, mais c'est un énorme changement fondamental pour blockchain qui, sur du long terme, est positif, même d'ailleurs sur du court terme. C'est un changement de tokenomique, du coup je l'inclus dans ce changement de Proof of Stake, puisqu'on va y revenir ensuite, mais on est potentiellement passé sur du long terme dans une tokenomique déflationniste. Et l'autre gros changement ou évolution finalement, non pas directement d'Ethereum, mais à sa possibilité à devenir plus scalable grâce à d'autres outils, les Layer 2, donc des blockchains qui sont venus se créer sur la Layer 1 pour augmenter les transactions et pour réduire les frais, tout en utilisant toujours la sécurité d'Ethereum. Donc ce sont des énormes changements drastiques qui étaient demandés, qui sont en fait demandés par le marché, qui sont poussés aussi par les évolutions des concurrents directement. Donc Ethereum a énormément évolué. Et ça s'est pas directement aujourd'hui, selon ma compréhension des choses, ressenti dans le prix. Donc on a fondamentalement quelque chose qui a évolué et qui, selon moi, est pris en compte bien sûr par le marché et par le marché en général, mais qui va dans le futur, peut-être dans ce bull run et par la suite, venir se valoriser. La roadmap va évoluer dans un sens. Si on regarde donc la roadmap sur les 10 prochaines années, on a énormément de travail. Je ne vais pas rentrer dans le technique sur le plan de la roadmap, mais on en a pour au moins 10-15 ans avant d'arriver à la fin de cette roadmap. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui qu'Ethereum est une blockchain, est une technologie qui est en évolution avec beaucoup de monde qui est involved, qui est impliqué dans cette technologie. Il y a énormément d'utilisateurs, on les compte par millions, et il y a énormément d'argent bloqué dans cette blockchain, des milliards.
Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas faire évoluer la blockchain aussi vite qu'on pourrait le faire sur une blockchain qui vient de se créer. Donc, on avance dans une direction, dans une roadmap qui est créée à la base par la fondation et qui est validée par toute la communauté d'Ethereum directement. Si on reprend un petit peu l'historique de la création d'Ethereum, de sa création, donc de son ICO au début 2014-2015, à son lancement, à son premier bull run, à ses premières applications qui ont été construites dessus, à la DeFi qui a été développée sur Ethereum, donc son deuxième bull run à ce moment-là, et aujourd'hui son changement drastique entre 2021 et aujourd'hui amène Ethereum dans une nouvelle croyance, dans des nouvelles pensées. Et il faut prendre en considération l'ensemble du marché. Aujourd'hui, l'ensemble du marché est dilué, c'est-à-dire qu'on a différentes blockchains, on a différentes applications dans différentes blockchains, on a différentes liquidités, on a différents marchés qui s'ouvrent à nous, entre la DeFi pure, entre les outils avec l'IA qu'on va pouvoir implémenter et utiliser au sein même de la blockchain. On va avoir les Real World Assets, on va avoir la possibilité de tokeniser l'ensemble du marché financier et d'utiliser la blockchain. Donc en fait, on a, nous, aujourd'hui, un marché qui va s'ouvrir dans les années à venir, selon ma compréhension des choses et mon envie d'évolution vers cette décentralisation et cette sécurisation d'Internet et des outils financiers qu'on va pouvoir avoir qui vont être rendus accessibles à beaucoup plus de monde dans les années à venir, bien que c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça aide énormément de pays qui n'ont pas forcément accès aux banques, qui n'ont pas forcément accès à des prêts pour pouvoir utiliser des outils comme la blockchain et casser un petit peu ces barrières réglementaires aujourd'hui. Donc, on est dans un environnement grandissant et aujourd'hui, on va regarder les chiffres ensemble, se positionne comme le leader de ce changement, de par sa création initiale, mais aussi de par aujourd'hui son évolution et de son effet de réseau. Puisqu'aujourd'hui, en regardant Ethereum, c'est la blockchain qui a le plus d'utilisateurs, c'est la blockchain qui a le plus de TVL, d'argent bloqué dedans, c'est la blockchain qui va amener le plus de développeurs, c'est la blockchain qui va amener le plus d'applications du coup à se créer. Et ça, c'est non négligeable pour la suite. Oui, Ethereum a énormément de contraintes techniques, a des problématiques techniques, a des problématiques de liquidité. On en a tout un tas des problématiques. D'autres blockchains, d'ailleurs, y répondent. Et selon moi, donc pour parler tout de suite des concurrents et de potentielles évolutions, déjà, on a besoin de concurrents. Et je suis aussi investisseur dans d'autres blockchains de Layer One, il faut le savoir, qui sont pertinentes. On a une utilisation, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui fonctionnent, comme par exemple sur Solana, mais d'autres qui sont encore plus innovatrices et qui arrivent à un stade très récent, on pourrait dire comme Ethereum en 2016-2017. Donc, ça devient intéressant de se dire, on a pu construire des nouvelles technologies à partir de ça, qui vont être peut-être plus faciles d'utilisation et qui, si elles arrivent à créer cet effet de réseau, comme ça a été le cas sur plusieurs blockchains, ça peut être intéressant à l'avenir. Donc, les concurrents, pour moi, aujourd'hui, au stade de on a prouvé notre efficacité et on va pouvoir, je pense, avoir plus pendant ce bull run 2025. Solana, aujourd'hui, est très bien positionné puisque en fait, le marché le confirme. Les utilisateurs sont là et ils sont en train de se décentraliser un petit peu plus. Les applications, certaines bifurquent vers Solana pour plusieurs raisons. Et donc, c'est un concurrent intéressant et c'est une blockchain qui va, je pense, pouvoir répondre à un autre besoin spécifique dans l'écosystème et qui va, de par le fait, booster Ethereum de par une compétition dans son évolution. Et l'autre blockchain qui tout de suite me fait dire que ça va pouvoir créer cet effet de réseau et d'ailleurs qui est en train de se créer tout doucement. Je parle de l'écosystème Cosmos. Bon, on n'est pas sur une seule blockchain, mais sur tout un écosystème qui sont des outils assez simples pour venir créer de manière personnalisée sa blockchain différemment. Les outils sont très intéressants pour une potentielle évolution. Et d'ailleurs, on le voit aussi, beaucoup d'applications migrent en allant vers le Cosmos SDK. Donc, du coup, ce sont pour moi les deux concurrents aujourd'hui pertinents de par leur construction et de par leurs utilisateurs. Les autres blockchains, pour moi, sont encore à un stade. Alors, certaines sont effectivement utilisées, je ne vais pas, mais n'ont pas cette force, pour moi, qui va être pouvoir de créer de l'effet de réseau et utiliser toute la communauté qu'il y a derrière. Là où je voulais en venir, c'est aussi dans l'évolution sur les Layer 2. Étant donné que quand on parle d'Ethereum, on doit forcément englober toutes les Layer 2.
puisqu'en fait les Layer 2 utilisent Ethereum. Aujourd'hui, un grand argument et une grande problématique selon beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est que Ethereum ne gagne pas assez d'argent de par ses frais de transaction. C'est vrai qu'il gagne moins d'argent qu'en 2021, quand c'était ultra utilisé et qu'on n'avait pas de Layer 2. Le marché se plaignait à ce moment-là, probablement ces mêmes personnes se plaignaient que payer une transaction à 100 euros était beaucoup trop cher, ce qui est vrai en soi. Payer une transaction à 100 euros, selon moi, ça n'a pas de sens et on ne peut pas évoluer dans cette direction-là. Mais la sécurisation avait un coût à ce moment-là et la structure faisait qu'on était comme ça. On a donc décidé, le réseau Ethereum a donc décidé d'orienter sa stratégie de développement et Vitalik Buterin lui-même pousse aujourd'hui encore les Layer 2 à se développer, à travailler sur des nouvelles technologies en venant bien sûr sécuriser les transactions au sein même du réseau et en venant utiliser leur scalabilité et leur réduction des frais et la rapidité. Donc c'était voulu, on le savait totalement qu'en passant sur des Layer 2, on allait réduire nos frais, réduire le rendement d'Ethereum. Et ça a été un choix. Il faut bien imaginer que toute une communauté qui gagne de l'argent a décidé délibérément de réduire ses revenus, en tout cas sur l'instant T, pour permettre une adoption plus grande, pour permettre de garder cette sécurité dans la décentralisation, dans l'objectif de grandir et de permettre à plus de monde d'interagir. Parce que si tu l'as bien compris, la décentralisation, c'est mettre un petit peu tout le monde, tous les intervenants qui le souhaitent, les mettre sur un même piédestal. Alors bien sûr, il y a quand même la quantité de tokens qui est à prendre en compte et d'argent au sein même du réseau pour un certain degré de vote ou de force, on va dire. Mais l'objectif à la base de la blockchain Ethereum, c'est de créer cette décentralisation. Et Ethereum a cette mission de par sa fondation, de par son leader Vitalik, qui a toujours voulu avoir cette vision dans l'orientation de la décentralisation, dans la possibilité pour tout le monde de venir créer des applications et de venir intervenir dans un réseau, d'avoir son mot à dire et de pouvoir le développer et de rendre plus égalitaire les accès à plein d'outils et les accès à la finance finalement. Donc c'est vers là qu'on se dirige et pour l'instant on réduit nos frais et c'est totalement voulu aujourd'hui puisqu'on est dans un objectif d'adoption. Et cette adoption, elle passe par la simplification et elle passe par la réduction des frais que coûte une transaction sur le réseau Ethereum ou sur un second réseau, mais qui viendrait utiliser la sécurité d'Ethereum. De par ce changement, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un système déflationniste, puisqu'avant, Ethereum était inflationniste. Sans rentrer dans les détails, plus il y a de transactions qui sont enregistrées directement dans le réseau Ethereum, plus bien sûr les personnes qui vont venir valider ces transactions vont être rémunérées, mais à partir du moment où on atteint un certain seuil de rentabilité envers ces personnes, on va venir brûler les frais de transaction, donc brûler les Ethereum qui sont payés par les utilisateurs pour venir soutenir le prix de l'Ethereum. Donc, sur des moments où la blockchain est plus utilisée, comme en février, mars, avril, on était dans une période déflationniste. L'inflation doit être de 1 ou 2% aujourd'hui, je ne sais pas. Et sur du long terme, moyen terme, puisque en tout cas aujourd'hui on fonctionne comme ça, on va arriver à quelque chose qui devrait prendre de l'ampleur de par la construction des layers 2 qui se construisent dessus, de par l'augmentation des utilisateurs, donc du nombre d'adresses, de nouvelles adresses qui se créent, des utilisateurs récurrents qui viennent utiliser toutes ces layers 2, qui viennent faire des transactions dans les applications qui sont utiles et qui proposent un réel bénéfice pour l'utilisateur, et aussi en prenant en compte le nombre de développeurs qui sont actifs sur toutes ces layers 2. On voit une concentration dans cette blockchain finalement, en parlant bien sûr des sous-jacents. Donc on voit que c'est aussi la blockchain qui à ce moment-là a le plus d'utilisateurs, le plus de développeurs, le plus d'applications, le plus de TVL encore une fois, ce qui prouve l'engouement du marché, ce qui prouve en fait l'utilisation d'un marché par rapport au reste. Donc si on continue d'aller dans cette direction d'adoption, plus de monde vont venir utiliser les outils de la blockchain, plus nous allons élargir les possibilités pour le réseau Ethereum de venir être utilisé directement sur Ethereum pour vraiment augmenter sa sécurité ou de passer par des layers 2 parce que ça suffit largement et qu'on va venir ensuite utiliser cette sécurité et cette décentralisation, eh bien, Ethereum est positionné comme numéro 1 dans les années à venir si l'effet de réseau continue. Et bien sûr, si l'adoption arrive.
Et plus il y aura de personnes, du coup, plus les frais vont revenir. Parce que si on parle du milliard d'utilisateurs avec des transactions régulières et qu'on arrive à aplatir les transactions selon période de bull run, période de bear market, eh bien, on arrivera dans quelque chose qui va être de plus en plus rentable avec un token qui va devenir déflationniste à terme. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire déflationniste. Mais en fait, déflationniste, nous sommes dans un monde inflationniste de par son fonctionnement capitalisme, ce qui est normal. On doit financer le développement, on doit financer la production, et cette production a des répercussions forcément sur le prix des choses et les monnaies. Donc, ce côté inflationniste naturel va faire une augmentation du reste des autres tokens, mais aussi des autres monnaies fiat et aussi des choses qu'on achète ou qu'on dépense au quotidien. Donc, disons qu'on a une inflation de 3% annuelle, 3%, mais qu'on ait un réseau toujours qui devient déflationniste à hauteur de... aujourd'hui, on est descendu à 2%, il me croit, sur une certaine période. Disons qu'on stabilise vers les 2-3% de déflation. On n'est pas juste déflationniste, on vient profiter de la réduction de tokens en circulation, sur du long terme, j'entends. Et on vient profiter de l'inflation extérieure. Donc, on arrive à une déflation de 3%, donc une prise de valeur, si on reste sur le même market cap, sur la même valeur intrinsèque de la blockchain en termes de quantité d'argent. Aujourd'hui, on doit être vers les 300 millions de dollars de market cap, de capitalisation d'Ethereum. Donc, on vient de diminuer et augmenter automatiquement, mathématiquement, le prix du token Ethereum. On rajoute à ça l'inflation extérieure qui va faire forcément qu'on aura un pouvoir d'achat en utilisant l'Ethereum, j'entends, plus fort par rapport à une autre valeur. Et on vient rajouter à ça la possibilité pour nous de stacker très facilement via le liquid staking par exemple, donc de garder nos tokens liquides et d'aller chercher aujourd'hui un rendement de 4,5%. Donc si on prend cette base de tokenomique sur l'Ethereum sur plusieurs années, avec en rajoutant l'adoption à ce réseau qui potentiellement pourrait arriver, en tout cas selon ma compréhension, elle devrait arriver et ça va dans ce sens depuis 8-9 ans, on aura une valeur du token Ethereum qui mathématiquement va et devrait prendre de la valeur dans le temps. Donc là, on vient se démarquer par rapport aux concurrents directement entre l'utilité et entre les récompenses et la déflation du réseau du token en circulation. Maintenant, revenons à cette utopie de la décentralisation et de la mission d'Ethereum. C'est la mission de Vitalik Buterin at the beginning. Depuis le début, c'est vraiment il a créé Ethereum parce que la communauté Bitcoin ne voulait pas qu'il implémente des smart contracts dans la blockchain Bitcoin. Parce que c'est Bitcoin et qu'on doit avoir pour objectif de faire un échange de personne à personne de manière décentralisée et sécurisée. Donc, lui, il voulait et il voyait plus pour ce type de technologie. Donc, ça a été créé dans cette mission de pouvoir créer des smart contracts, de pouvoir créer des applications décentralisées avec tout le monde qui va pouvoir intervenir et mettre tout le monde sur un même piédestal, juste avec un wallet et de venir créer, de venir utiliser sans aucune permission un outil sans frontières, sans langue, sans couleur, sans permissionless pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment, selon moi, les valeurs d'Ethereum. Et même aujourd'hui encore, c'est Vitalik qui drive cette énergie-là. C'est dans le sens où, en tout cas, les puristes, si j'ai envie de dire, de la blockchain, et les puristes Ethereum, j'entends. Pas forcément Bitcoin, puisque Bitcoin, les Bitcoin maximalistes sont vraiment dans un objectif d'échanger une valeur et de conserver le Bitcoin. Nous, on a des objectifs de rendre accessibles des nouveaux outils. D'ailleurs, qu'on ne connaît pas encore toutes les possibilités. Quand Internet a été créé et qu'en 1995, on commençait à avoir Internet, on n'avait aucune idée qu'on allait pouvoir utiliser Amazon et Facebook ou toutes les autres applications qu'on utilise aujourd'hui. C'était complètement abstrait pour nous. Je pense qu'on est à un stade un peu pareil avec la blockchain et les smart contracts, dans le sens où on ne connaît pas les applications qui vont être développées. Aujourd'hui, on essaye de créer des fois des systèmes qui vont se recoller à ce qu'on connaît par rapport à la finance traditionnelle ou par rapport au Web 2. Mais je pense que l'innovation va vraiment se faire dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé. En fait, comme Internet, on n'imaginait pas qu'on allait créer un Spotify, quoi. Donc, c'est un petit peu cette possibilité d'évolution en créant cette décentralisation et en équilibrant un petit peu le pouvoir et le blocage à l'accès à l'utilisation de certains outils ou de certaines technologies, comme on peut le voir dans le monde de manière générale, dans d'autres pays, peu importe. C'est rendre un petit peu plus égalitaire les choses et rendre accessible à tout le monde. Alors, c'est sûr, quand il y a des transactions à 100 €,
ou 100 $, c'est pas du tout accessible à tout le monde. Et c'est ça aussi l'objectif. Voilà, je pense avoir fait le tour d'un petit peu ce que je voulais te partager autour d'Ethereum et de mon point de vue. Tu l'as compris, je suis investisseur, donc forcément, j'ai mon avis qui est biaisé. Je suis dans la crypto-monnaie, je suis investisseur depuis 2016. Pourquoi? Parce qu'il m'a fallu 2-3 mois. À ce moment-là, il n'y avait aucune information sur Internet, sur ce qu'était une blockchain, ou très, très peu, sur ce qu'était Ethereum, sur ce qu'on allait pouvoir faire avec. On avait des exemples, on avait des idées qui aujourd'hui n'existent pas encore ou n'existeront probablement jamais. Mais en comprenant cette information de la blockchain, de l'utilisation qu'on pouvait en faire, et cette utopie, cette mission, à ce moment-là, m'a fait investir dedans sans jamais regarder derrière moi, sans jamais presque avoir un doute sur la possibilité. À partir du moment où on a une technologie qui est fonctionnelle, avec des nœuds et un réseau qui va venir le soutenir, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Quand je vois un titre, les cryptos s'en vont à zéro, je me dis, mais quel imbécile celui qui a écrit ça, parce qu'il fait du FOMO, et quel imbécile celui qui croit à ça, parce qu'il n'y a qu'une seule façon que ça s'en aille à zéro, c'est qu'il n'y ait plus d'électricité dans ce monde. Parce que les personnes comme moi, on va toujours avoir envie de lancer un nœud et de sauvegarder la blockchain quelque part. Et le fait de faire ça, c'est que ça existera toujours en soi. Par contre, les prix, bien sûr, c'est différent. D'ailleurs, justement, avant de vraiment conclure, parlons du prix. Oui, Ethereum n'a pas performé. Oui, Ethereum a son prix qui a juste fait x2 depuis début 2023. Alors, qu'est-ce qu'est un prix? Un prix, c'est la représentation qu'a le marché sur la valeur de quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va représenter juste la market cap et son token, et son nombre de tokens. Donc, le prix, pour moi, ça ne veut rien dire. On l'a vu, tous les chiffres, ils sont forts, ils sont en croissance, avec peu d'utilisateurs et très peu de monde qui utilise encore cette technologie. On a une capitalisation boursière, on a une capitalisation d'Ethereum qui est à 300 millions. Je ne sais pas si on se rend compte ce qu'est 300 millions par rapport aux revenus que ça génère aujourd'hui. Je ne trouve pas que ce soit surévalué ou sous-évalué. En tout cas, c'est le prix qui est donné. Mais du coup, le prix aujourd'hui reflète juste cette capitalisation avec le nombre de tokens. Donc, c'est important là de comprendre ensuite cette histoire de déflation. Donc, plus Ethereum à l'avenir risque d'être utilisé pendant ce bull run, pendant les prochains bull runs, plus cette capitalisation devrait augmenter, qui est déjà énorme. Hein. C'est un actif très très fort. Il n'y a pas beaucoup de sociétés, à part les gros GAFAM, j'entends, mais qui sont valorisées à un prix comme ça. On est sur un actif qui a une valeur intrinsèque énorme. Attention, je ne dis pas que c'est concurrent entre le BNB, le Solana, les stablecoins, sans parler du Bitcoin, ont des valorisations qui sont fortes aussi. Et ça prouve, même en période d'incertitude, on l'oublie tout le temps, de dire il y a autant d'argent qui sont bloqués dedans. Et on peut avoir des mouvements colossaux en très peu de temps. Donc, il faut avoir bien ça en tête, que le prix aujourd'hui ne performe pas par rapport à ton attente à toi, mais par rapport à la somme totale que cela représente, c'est déjà beaucoup. Un multiplicateur, en tout cas selon mes estimations, est souhaité et voulu pour l'année à venir, pour les 12 prochains mois à venir. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça ne veut pas dire que ça va mieux arriver sur d'autres blockchains, mais à la finalité, ce prix va refléter deux choses. La valeur qu'on lui donne aujourd'hui et la valeur qu'on lui donne demain. Parce qu'investir dans un token aujourd'hui, c'est investir dans quelque chose qui a une valeur intrinsèque aujourd'hui et qui va avoir une valeur demain en termes de rendement. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Le but, c'était un petit peu de donner mon point de vue en tant qu'investisseur Ethereum autour de la blockchain et de ce qu'était et de ce qu'allait potentiellement devenir, et de rappeler aussi un petit peu aux personnes qui vont regarder, d'avoir en tête qu'on est sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose d'innovateur et qui a besoin de temps pour se construire et qui se construit avec des gens à l'intérieur et surtout de l'argent. Donc on ne peut pas aller aussi vite qu'on le voudrait. On ne peut pas prendre et modifier les choses comme on peut le faire à d'autres endroits. Et que selon moi, on va dans la bonne direction, en tout cas aujourd'hui. Bien sûr, je mets une là avec toutes les CBDC qui arrivent et toutes les technologies qui pourraient se créer autour de tout ça, qui viendraient bloquer la décentralisation et finalement créer cet effet inverse sur on n'a plus cette idée de pouvoir décentraliser et le contrôle permissionless, mais au contraire, on vient avec cet outil, parce que c'est possible aussi technologiquement, de venir créer un réseau ou de venir créer une application ou un token qui serait ultra centralisé,
est ultra contrôlé. On pourrait faire absolument ce qu'on veut en termes de tokenomics et du coup, ça laisserait le pouvoir à une banque centrale, à un gouvernement ou une application de totalement maîtriser le token en question sans se soucier finalement la vie générale des personnes qui vont en subir les conséquences si on prend des gouvernements ou des banques centrales, puisque ça implique beaucoup de monde derrière. Donc nous, notre mission aussi dans cette idée de décentralisation et aujourd'hui à ce stade du marché de développement de la technologie et de l'utilisation des utilisateurs précoces et potentiellement des utilisateurs qui vont arriver, nous, notre mission aujourd'hui, ça va être de faire attention, de bien garder ce pouvoir, de bien garder cette décentralisation et de bien s'orienter vers les outils qui vont nous permettre justement de garder un certain contrôle, une certaine décentralisation pour pouvoir éviter tout contrôle centralisé sur une personne qui, même si elle est bienveillante, à un moment donné, pourrait causer des problèmes pour X ou Y raison. On veut garder notre souveraineté et c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment les valeurs de la blockchain, c'est vraiment les valeurs d'Ethereum et de son réseau. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as appris le moindre truc, si mon avis t'a plu, si mon avis t'a pas plu, donne-le moi en commentaire. Argumente, ça m'intéresse vraiment. Ciao.